Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Demain n'attend pas, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui s'engagent pour créer un monde plus juste, plus durable et plus humain. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Rodolphe Landmen, un entrepreneur assez remarquable, vous allez le voir, qui a créé un réseau d'une 40aine de boulangeries aujourd'hui. Mais alors pas du tout les boulangeries comme vous en avez l'habitude, il a complètement réinventé des pieds à la tête le concept pour être non seulement moins impactant sur le monde, sur l'environnement, mais en fait véritablement régénératif. Vous verrez ce que ça veut dire, on en parle ensemble et on parle de la façon dont on peut allier les traditions, l'artisanat, le goût et l'engagement dans le monde. Je vous promets un épisode pas comme les autres. Cet épisode est tourné avec mon partenaire à l'Université de la Terre, mon partenaire Chouchou, qui organise tous les 2 ans 2 journées magnifiques à l'UNESCO qui rassemblent des penseurs et des acteurs du changement pour nous engager sur les principaux sujets de société et pour nous amener, nous aussi, à avoir envie de changer le monde. Très bonne écoute à tous. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Peut-être que vous allez nous entendre mastiquer pour la première et peut-être pas pour la dernière fois, qui sait. J'ai avec moi, et je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais peut-être que vous l'entendrez dans l'audio, parce que c'est et en podcast audio et en vidéo, Rodolphe. Ouais. J'ai avec moi plein de douceur, des croissants, du super pain magnifique. Je vais le prendre en photo, comme ça au moins vous verrez ça. Tout provient de la boulangerie. En fait, tout provient de 2 concepts différents, tous les 2 montés par Rodolphe Landmen, qui est avec moi aujourd'hui. Donc d'abord, merci 1000 fois Rodolphe. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Quand j'avais regardé, tu avais une 20aine de boulangeries sous la marque Rodolphe Landmen et 4-5 sous la marque Land & Monkey, qui était un concept spécifique dont on va se parler aussi longuement. Et puis là, je te vois aujourd'hui et tu me dis pas du tout, mes chiffres sur Internet sont un peu périmés, j'en ai près de 40. Ouais. Donc en fait, tu es en super grosse croissance. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que c'est pas une boulangerie comme les autres, c'est une boulangerie engagée. Et je vais juste rappeler le mot qui apparaît sur ton site Internet, qui lui n'est pas périmé du tout, ce mot-là. Quand on arrive chez toi, on lit « artisan de conviction ». J'adore ce message. Ouais. Ça dit plein de choses. Exactement. C'est vrai que nous, on avait voulu orienter nos choix vers de la conviction. C'est essayer de ne pas être dans du green, mais essayer d'aller jusqu'au bout de tes convictions. C'est pas évident de trouver le mot qui correspond bien à ce que tu souhaites faire. On avait choisi cette sémantique-là qui valait ce qu'elle valait, mais qu'on trouve beau, qu'on trouve belle. Et puis après, il faut que ça se traduise par des actes, pas seulement par un mot. Alors, tu vas nous raconter tout ça, évidemment. On va rentrer dans tout le détail. Quels sont on va parler des engagements de la chaîne des boulangeries Landmen, qui est la chaîne la plus étendue des 2, la chaîne historique. Et puis, on va parler aussi des engagements de Land & Monkey, qui est plus extrême dans ses engagements, qui a un concept plus disruptif, puisqu'il est, je dirais, vegan, même si tu n'emploies pas le mot. Enfin, il est entièrement végétal. 100% végétal, ouais. Et puis, tu racontes les choses sur les murs, plus que dans les boulangeries Landmen. Fact 1. Voilà. Fact 1. J'ai été jusqu'à fact 4. Tu verras, tu me raconteras ceux qui me manquent. Donc, on va rentrer dans toutes tes convictions et dans toute la mise en application dans tes magasins. Et avant ça, un peu comme toujours sur Demain n'attend pas, j'aimerais que tu commences par me raconter d'où tu viens, comment tu as grandi et les graines, pour parler dans ton langage, les graines qui avaient été mises là par tes parents et qui ont permis de développer l'engagement que tu mets aujourd'hui dans ton métier. Ouais, c'est vachement intéressant de faire un petit feedback parce que c'est très lié à l'enfance. C'est vrai que moi, il y avait une grande sensibilité pour les grands sujets dont on va parler aujourd'hui et qui m'animent beaucoup, notamment la sensibilité vers la cause animale, l'éthique animale, l'écologie, des sujets qui étaient très discutés autour de la table quand on était petit, donc je pense que c'est resté. Tes parents étaient végétariens ? Ils étaient végétariens, déjà dans les années 80. Pas vegan, mais végétariens. Ouais, ils avaient juste enlevé viande et poisson. Oui, et c'était motivé par une sensibilité sur la souffrance animale. Exactement, une sensibilité sur la cause animale. Ils avaient vu des reportages sur la façon dont ça se passait. Ils avaient décidé d'abandonner. Ils ont été super courageux, comme je dis souvent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informations pour savoir si tu faisais une bêtise au niveau de carence éventuelle. Ils avaient 2 enfants. Mais ils ont été mignons parce que nous, ils nous ont demandé notre posture vis-à-vis de ça. Ils ne nous l'ont pas imposé. Ils ont dit, ton père et moi, on a décidé, alors ça devait être ma mère qui parlait, parce que j'ai regardé cette phrase,
d'emprunter un régime végétarien. Franchement, donc il y a eu un avant et un après. Exactement. À un moment, il y a eu une décision et vous étiez déjà là. Ouais. Vous avez été partie prenante de la décision. Exactement. Tu avais quel âge, tu t'en souviens? On avait 8 ans, 7-8 ans avec ma sœur. Tu es déjà en capacité de raisonner. Exactement. Mais pas évident parce que, en capacité, j'ai envie de dire moyen, parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité de l'expliquer de façon assez simple, parce qu'elle était liée à une sensibilité qui n'était pas si facile à évoquer dans ces années-là, la sensibilité pour la cause animale, d'autant plus quand tu es un homme, pour mon père. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Du coup, j'ai trouvé ça super courageux. Donc, c'était, comme je dis, des végétariens intuitifs. Oui. Mais pas des végétariens qui vont, comme aujourd'hui, avec toute la data et les informations qu'on a sur Internet, être capables d'expliquer que tu vas moins peser sur la biosphère, que c'est bon pour la santé, que tu n'es pas carencé. Enfin, tous les sujets qui font qu'il y en a qui abordent, qui embrassent des régimes végétariens ou végétariens. Oui, je comprends. Alors, à Demain n'attend pas, je vais peut-être juste faire référence à 2 épisodes récents qui vont te parler. J'avais interviewé il n'y a pas très longtemps Brigitte Gauthier, qui est la fondatrice de L214. Donc, on a beaucoup parlé évidemment de l'état de l'élevage en France. Et c'est un épisode que je vous recommande tous parce que ça ouvre les yeux. Complètement. Sur le fait que les souffrances animales ne sont pas marginales. C'est en fait l'état généralisé de l'élevage. C'est le consensus général. Ouais. Et puis un épisode qui n'est pas encore sorti, mais peut-être qu'il sera sorti avant la diffusion de ton épisode, Rodolphe, avec une femme scientifique qui s'appelle Jessica Serra, qui est une éthologue et qui raconte la continuité entre l'homme et l'animal. Enfin, tout ça, c'est du vivant. L'homme est un animal comme les autres. Complètement. Et là, on trouve les racines intuitives de tes parents, probablement, qui est en fait... on n'a pas de raison de faire souffrir la race, d'imposer à la race à côté de nous une souffrance inutile, puisqu'on peut se passer de cette alimentation-là. Ouais, ou la minimiser. Oui. Parce qu'on a le choix. Ouais. Donc toi, tu grandis du coup avec cette empathie animale. Exactement, cette sensibilité sur la cause animale. Ce débat autour de la question de savoir si on doit manger des animaux sentients, c'est-à-dire qu'on caresse son chien d'un côté et on mange la vache de l'autre. Il y a plein de dichotomies, il y a plein de paradoxes dans ça, tu vois, qui sont pas évidents. Et d'ailleurs, des fois, quand tu l'évoques, il y en a, ils en prennent conscience d'un coup, ils se disent, mais oui, tu as raison. Il y a des animaux qui sont faits pour être mangés, d'autres qui sont faits pour être caressés, d'autres qui sont faits pour être juste exposés ou utilisés comme les chevaux. Enfin, chacun a une espèce de case. Il y a plein de bouquins qui décrivent cette arborescence où l'animal a un statut particulier, alors qu'en fait, on pourrait considérer que tous les animaux, y compris l'homme, sont des animaux sentients qui luttent pour vivre. Enfin, pas qui luttent, mais qui sont pris dans le tourbillon de la vie. Une forme de dignité de vie, en tout cas. Ils sont pris tous dans cette tourbillon de vie sans savoir trop pourquoi. Et en fait... de tenter de minimiser cette souffrance, je trouve ça élégant et louable. Donc tu grandis dans cet environnement-là. À quel moment est-ce que tu décides de travailler dans l'alimentation et puis tu vas vers des études de boulanger? En fait, on voudrait toujours que les choses se fassent de façon très raisonnée, pragmatique, réfléchie. En fait, la vie, c'est parfois un peu comme une boule de flipper. Et la variable chance ou rencontre, elle est énorme, en fait. Et du coup, tu parlais de l'éthologue tout à l'heure, mais moi, c'était ce qui m'animait quand j'étais jeune. J'ai fait un bac scientifique et je voulais faire de l'éthologie ou de l'archéo, des sciences. Donc, j'aimais les sciences, tu vois. Et je le dis souvent, je venais d'un milieu populaire et j'avais envie d'entreprendre sans savoir vraiment du tout ce que c'était qu'une entreprise. Mais vraiment, quoi. Je viens de très loin là-dessus. Qu'est-ce que faisaient tes parents, Rodolphe? Mon père était militaire, on a grandi en caserne, on voyageait, etc. Et ma mère était femme au foyer, elle nous a élevés. Militaire végétarien, dans les années 80, ça ne devait pas, y en avoir beaucoup. Il était effectivement il était atypique. atypique. Mais c'était un érudit, comme je dis tout le temps, franchement, mes parents, c'était des érudits. C'est-à-dire que populaire, mais par contre, très gros lecteur, très réfléchi sur les grandes questions du monde. Donc des discussions à la maison plutôt intéressantes, tu vois. Et du coup, ma sensibilité, elle allait plus vers ces sujets-là. Moi, j'étais un peu l'intello de la famille. Quand j'ai arrêté post-bac pour apprendre un métier manuel, avec le plan dont on va parler, qui était juste d'apprendre un métier manuel, ouvrir une entreprise, un métier manuel, parce que c'était simple, hein, tu vois, d'apprendre un métier tout court, ouvrir une entreprise et de la développer, c'était le plan de base. Et m'émanciper socialement. Tu vois,
Oui, je comprends bien. Ouais, c'est un le moteur. plan, il était. C'est un Ouais, moteur. c'est exactement. C'était vraiment ça. Le plan, il était super simple. Ouais. C'était vraiment de monter une entreprise, mais j'ai choisi la boulangerie comme j'aurais choisi, je sais Ouais. pas, la plomberie ou je sais pas. Enfin, je voulais monter une boîte, quoi. Donc très loin de cet univers-là, et j'ai dû apprendre sur le tard. Et je suis d'une génération, comme je dis, où on vendait des choses concrètes à l'époque. Sur le tard, mais à 18 ans. Hein. C'est Ouais. sur le tard par rapport à quelqu'un qui fait un CAP. Oui, mais non, mais je veux dire, le à monde de 14 ans. l'entreprise, tu peux le côtoyer de proche. Par exemple, ma Oui, fille je qui comprends. évolue là-dedans, Je comprends. elle a la Je comprends. sémantique, C'était pas elle a ton les milieu. termes, comme Ouais. les enfants sont tous des éponges, elle Ouais. est biberonnée à ces discussions autour de l'entrepreneuriat. Ouais. Pour elle, c'est limpide. Et du coup, naturellement, Ouais, elle se t'avais dirige pas vers les la codes, création toi. d'entreprise. Oui, exactement. Enfin, je veux dire, normal, parce que j'ai changé de... Enfin, c'est assez fou comment le schéma est fait pour se reproduire à l'identique. Les médecins sont des fils de médecins, les Ouais. profs sont des fils de profs, les ouvriers sont des fils d'ouvriers, enfin, C'est vrai. et les ingénieurs sont des fils d'ingénieurs. Enfin, tu vois, ça se reproduit vraiment. Donc, c'est pas facile de casser ces plafonds de verre, de s'émanciper socialement aussi quand on vient de rien. Après, parfois, c'est un moteur. Oui, non, mais Tu ça a vois, été un moteur. pas forcément parce qu'on ne s'entend pas avec Non, sa mais famille, complètement. mais parce qu'on a envie de quelque chose de différent. Non, mais complètement. Moi, je voulais juste m'émanciper. J'aimais pas le droit, j'aimais pas la médecine. Il te reste quoi à faire Ouais. tu vois, à l'époque, on faisait pas autant d'écoles de commerce que maintenant. Enfin, le Oui. plan autrefois, c'était de faire une grande école et de rejoindre un gros groupe. C'était Oui. le saint des saints, là, tu vois, le sacro-saint de Bien sûr. rejoindre Bouygues Télécom, enfin Bouygues, Ah ouais, et bien d'être sûr, bien cadre sûr. là-dedans. Et je me voyais pas du tout dans un truc comme ça. Enfin, franchement, jeune, je me disais, mais jamais de ma vie, je passe 40 ans derrière un PC avec mon costard cravate, avoir une augmentation tous les 3 ans et un chef au-dessus qui me dit où je dois pisser. Pardon pour le terme. Et avec ton attaché-caisse. Ouais, non. Ouais. Donc, c'était pas du tout. Mais j'étais un peu rêveur. Moi, j'ai découvert sur le tard que j'étais un créard, un peu arty. Et du coup, j'étais pas très à l'aise dans ce milieu académique de l'école où je m'ennuyais profondément. Donc tu dis que tu vas faire et que tu vas commencer par apprendre à faire quelque chose avec tes mains Ouais, et en que ça fait, va t'amener vers Ouais, mais encore une l'entrepreneuriat. fois, de façon aléatoire, parce que mon père connaissait un boulanger qui était installé avec Ouais, qui c'est j'ai vraiment échangé. Il avait plusieurs boulangeries, il m'a dit ce qu'il gagnait. J'ai dit, waouh, c'est pas mal ça. Et je me suis dit, tiens, Allez. boulanger, je peux le faire. Et en fait, mon C'est père dingue m'a comme dit... une vie se peut-être- dessine. Ouais, c'est fou. Et il m'a dit la seule phrase, je trouve, enfin, une phrase que j'ai retenue. Mon père me dit, les gens mangeront toujours du pain. Ouais. Et je m'en souviens Bien encore sûr, parce que bien je sûr. me suis dit, mais c'est vrai, les gens, ils boufferont toujours du pain, quoi, tu vois. Et je dis ça parce qu'en fait, même à l'époque, je me souviens m'être dit, j'avais pas envie, parce que c'était l'époque où il y avait, tu sais, l'approche de l'année 2000, les grandes transitions, la tech, enfin les nouvelles choses qui fait qu'on se disait qu'on allait avoir un métier pour 5-10 ans qui allait se Ouais. réinventer tous les 10 ans. J'avais pas du tout Ouais. envie à 40 ans d'être un quarantenaire qui me demandait, qui allait faire Ouais. une formation. J'avais envie de traverser ma Ouais. vie avec quelque chose, mais De pas avoir durable. et pas En tous les fait, 10 ans. Tu vois. c'est Ouais. intéressant parce que c'est un mot forcément qu'on va réemployer ensemble. ouais. Mais Bon voilà, tu vois, c'était cet esprit-là. Donc voilà, ça. Tu vois, donc ça, tu te formes. Ouais, je me forme. Et en fait, je vais chez les compagnons. Ça me disait bien d'aller voyager. Ouais. Et du coup, je pars Très faire le belle tour. formation. Ouais, super formation. Tu voyages un peu, c'était très sympa. Socialement, c'était un peu compliqué parce que je suis pas quelqu'un d'ultra sociable. Mais par contre, au niveau de la formation académique, elle est très poussée. Tu sors, tu as une belle... T'as une belle formation qui est reconnue dans l'écosystème. Et après, je déroule mon plan tout simple. Hein. C'est continuer à apprendre ce métier. Et puis, tu le déroules au plus haut niveau possible. Oui, J'ai vu que tu je avais fais des été belles maisons, formé tout ça, ouais. aux côtés de Pierre Hermé chez Exactement, La Durée, ouais. aux côtés de Paul Bocuse à Lyon, aux côtés de chez Lucas Carton, Ouais. à l'hôtel Bristol. Donc Oui, tu oui, fais les belles tes maisons, armes, tu fais tes armes en étant super bien formé. Ouais, je fais mes armes et puis j'ai pas de sous. Donc en fait, je travaille dur pour économiser Ouais. avec le plan de m'installer tout bêtement. Enfin, je poursuis Ouais. mon plan. Vraiment archi bateau. Sauf que quand t'as pas quelqu'un pour avoir une petite enveloppe pour commencer, bah, faut que tu travailles le double, quoi. Donc voilà, les années Et dures. au moment où tu as ces années de formation, est-ce que tu as le sentiment que, bon, évidemment, on vous apprend le geste artisanal, mais est-ce que tu as le sentiment qu'on vous éveille aussi Pas du tout. sur l'amont de la chaîne agricole, sur ce que ça veut dire de prendre... Non. On reste dans le domaine de la technique pure, la transmission du geste et du savoir. Oui. Matière première, mais pas filière amont. Matière première, ce qu'elle représente en tant que matière première, techniquement. C'est-à-dire comment on l'utilise, etc. Qu'est-ce que c'est du beurre, des œufs, etc. Comment ça se passe dans une recette, des choses comme ça. Mais pas la filière amont, non, elle est occultée complètement. Tu t'en as conscience à ce moment-là que c'est un sujet? Non, parce qu'en fait, tu te focalises sur apprendre un métier d'abord. Ouais, donc, apprendre le bon t'as pas une geste. vision holistique quand tu as 20 ans, tu as une bien vision. sûr. Moi, je trouve d'ailleurs les jeunes tellement
tellement puissant maintenant, beaucoup mieux formé. Pas que les jeunes, je te parle dans mon domaine, mais les jeunes de façon générale, beaucoup plus assidus sur les sujets. Oui, mais je pense que les formations sont meilleures. C'est un peu comme si le rideau s'était retiré par rapport à notre époque. Oui, bien sûr. Du coup, je pense que la nouvelle génération qui arrive sur le marché de la formation, du travail, elle a quand même accès à d'autres informations que nous. Exactement. Mais du coup, toi, ce qu'on t'apprenait, c'était le geste parfait, la qualité du produit, le goût, le geste d'artisan aussi, et puis du luxe, parce que tu es quand même dans des maisons de luxe. Qu'est-ce que c'est comment on fait bien son métier? Oui, je comprends. Donc, tu arrives avec ce background-là et cette volonté de t'installer, et tu t'installes super jeune, parce que j'ai vu que tu avais 27 ans à peine. Je m'installe jeune, en fait, je m'installe dès que j'ai l'argent, parce que franchement, j'aurais eu l'argent avant, je me serais installé bien avant. Mais j'ai dû rajouter quelques années alors que j'étais prêt. Techniquement parlant, j'ai envie de dire, mais j'avais pas les ressources pour m'installer. Bah oui, financières, parce qu'en fait, il faut acheter un pas de porte. Exactement. C'est combien acheter une boulangerie? Souvent, il faut que tu amènes à cette époque, mais encore maintenant, 30-40% du prix d'un fonds de commerce, ce qui peut quand même représenter des centaines de milliers d'euros. Ouais. Donc, qui a 100 ou 150 000 euros à 26 ou 27 ans, ou même jeune, je veux dire, avant la trentaine. Oui, bien sûr. Et du coup, tu veux acheter un fonds de commerce qui fait, 500 000 euros de chiffre. Il faut que tu amènes probablement entre 150 et 200. Pas simple. C'est pas simple. Donc ça paraît comme ça, mais c'est pas simple. Oui. Donc toutes tes années de formation, tu fais la fourmi, tu mets derrière toi parce que tu sais où tu veux aller, tu as une volonté de dingue. J'économise tout. Tu t'installes et à ce moment-là, tu vois, parce que tu nous disais que tu avais eu une enfance qui avait quand même été biberonnée à la cause animale. Ouais. Alors tu vas me dire que la boulangerie, tu peux être assez loin de la cause animale, mais en même temps, tu es quand même dans l'alimentation. Oui. Quand tu t'installes, tu as un projet spécifique derrière la première boulangerie que tu vas ouvrir, où tu veux d'abord être là, t'installer, la faire marcher, et c'est entre guillemets une boulangerie comme une autre. Non, j'ai le projet de croître rapidement. En fait, ton projet, dès le début, c'est la croissance. Ouais, tu veux faire un groupe. Je veux faire un groupe. Dès le début, je veux pas être... le plan, c'était pas d'ouvrir une boulangerie et de l'opérer pendant 20 ans. Le plan, c'était de créer un groupe. Très clairement. Donc en fait... Même, je te dis ça, même quand j'avais 18 ans, le projet, c'était vraiment ça. C'était d'ouvrir un commerce, n'importe une entreprise et de la développer. Alors, je vais te poser une question à laquelle tu peux peut-être pas répondre, mais à l'époque, tu t'imaginais un groupe de quelle taille? Tu te voyais comment quand tu te projetais Un groupe de plusieurs milliers de personnes. Ah oui. Ouais, vraiment. Ah oui. Ouais. Donc, tu es arrivé avec une super belle ambition. Avec un groupe qui faisait plutôt des centaines de millions d'euros, quoi. Ouais. Donc, quand tu... faut pas trop le dire parce qu'on rigole de tout. Non, mais tu sais, ça donne une ligne bleue des Vosges. En fait, ça donne une façon de pratiquer ton métier pour permettre le développement. Ouais, puis ça dénote sur un profil de personnes. Je veux dire, c'est tout. C'est pas méchant de dire ça. C'est pas hautain. Non, pas du tout. Pas du tout hautain. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais oui, je comprends. Mais je le disais pas de façon hautaine. Je le disais de façon peut-être revancharde. Mais c'était un rêve, quoi. Et puis, c'est intéressant que tu l'apportes au monde des boulangeries, parce que même s'il y a des groupes, tu as Kaiser, tu as quelques groupes, mais surtout à l'époque, il n'y en a pas tant que ça non plus. Ça reste marginal. Ça reste marginal. Donc, tu arrives à presque une disruption de la boulangerie qui est d'abord un commerce individuel. Après, j'avais vraiment, depuis le début, évoqué le fait que le métier allait se concentrer. Tout le monde rigolait en disant qu'est-ce qu'il nous raconte. Mais en fait, j'étais convaincu qu'à l'échelle de 20 ans, ça serait des groupes et pas des artisans, et que l'artisan individuel, il allait souffrir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais en termes de concept? Parce que si tu veux que ce soit démultipliable... Non, mais en fait, c'est pas très compliqué. Du coup, c'est avoir une strate. Une strate, elle découle d'une vision. Donc, d'abord, c'est la vision. Ensuite, c'est une stratégie. Après, la tactique. On va commencer par la vision. C'était quoi ta vision pour la vision, c'était donc la vision, c'était un triptyque qui s'adossait à un profil de gens qui étaient des résidentiels, du tertiaire et un peu de passage. Dans des quartiers qui étaient plutôt en devenir. Plutôt, tu vois, j'ai pas été rive gauche dans les quartiers assis, mais plutôt en devenir. Donc plutôt familial, voilà. Et du coup, j'ai vite grandi dans la rive droite, tu vois, dans le 9, 10, 11, tout ça, dans ces quartiers-là. Vers République, Beaumarchais. Qui n'étaient pas très prisés il y a 15 ans, qui sont une évidence maintenant, mais sur lesquels, en fait, j'ai misé, on a misé, et ça s'est bien. Exactement. Donc, qui étaient en devenir, exactement. Qui sont devenus les quartiers de bouffe, les quartiers de transition alimentaire par excellence, de créa, tu vois.
les fameux quartiers bobos maintenant, stempés par les gens du 16e. Ouais, on va dire que tu as eu du flair sur tes emplacements. Exactement. Aussi. Après, voilà, donc choisir des emplacements qui sont en adéquation avec ta strate, tu vois, qui correspondent à l'ADN de ton entreprise. Donc, ça veut dire une typologie de produits que tu vas proposer à tes consommateurs. Parce que si tu es par exemple, les quartiers de bureau, tu es très centré sur le snack. Si tu es dans les quartiers résidentiels, tu es très centré sur le samedi-dimanche, avec beaucoup de gens qui viennent dans ta boulangerie le samedi-dimanche. Donc, nous, on était sur un espèce de triptyque comme ça. Et forcément, on le dit tout le temps dans le retail, la location, l'emplacement. Location. Ça. Donc, on réinvente rien. Ouais. D'ailleurs, de toi à moi, quand on me demandait pourquoi ça marchait, j'avais presque du mal à répondre parce qu'en fait, je disais, on fait juste bien notre métier d'artisan boulanger-pâtissier. Mais pour de vrai. Et alors, au-delà de ce positionnement je prends des choses qui sont simples et bonnes, je fais vraiment bien mon métier, le tout dans un bon emplacement et avec un concept agréable. Ouais. Au-delà de ça, est-ce que tu avais une vision en termes d'engagement ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça, c'est ça qui est vachement intéressant. Pas du tout. Tu as commencé donc en faisant le mieux possible ton métier de boulanger. Exactement. J'avais une sensibilité, je me souviens, sur la conduite d'une entreprise de façon éthique et morale, ce qui était très large. C'était un sujet presque plus social qu'environnemental. Et presque philosophique. C'est-à-dire, est-ce que dans le milieu des affaires, tu peux embrasser des sujets de droiture, de noblesse Qu'est-ce que ça voulait dire, je sais pas, mais en fait, ce que je veux dire, entrepreneur à ce moment-là? Ouais, en fait, tu sais, je trouve que... Enfin, je dis en ce moment que pour moi, on donne trop de... Il y a trop d'allant autour des entrepreneurs pour moi. En fait, on les met trop sur le piédestal, comme une génération de gens dévoués, corps et âme à leur entreprise, tout ça. Ouais, soit, mais bon, tu l'as choisi, hein, je veux dire, on t'a pas mis un pistolet sur la tempe, 1. 2, c'est pas forcément les plus belles valeurs que tu développes quand tu es un commerçant entrepreneur. Il faut appeler un chat un chat. C'est plutôt des... bon, je vais pas être négatif, mais je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain et les valeurs qui sont générées autour du fait de créer de la valeur. Faut appeler un chat un chat. T'es pas en train de monter une ONG. C'est pas des poètes. T'es pas non plus en train de faire une opération à cœur ouvert. Mais voilà, je veux dire, c'est pas des poètes, c'est pas des gens qui sauvent des vies tous les jours. Enfin, il y en a, j'imagine, je dois dire des conneries probablement, mais il y a des gens qui font des métiers formidables qui passent sous les radars. Bien sûr. Où en fait, tu te dis, moi, je tire mon chapeau tous les jours à ces gens-là. Enfin, on l'a bien vu pendant le Covid avec les aidants qui ont enfin été mis sur le devant de la scène. Exactement. Donc en fait, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires et qui ne créent pas de valeur ni pour eux, surtout pour eux, j'ai envie de dire. Alors qu'un entrepreneur, ok, ça peut être dur, mais quand ça marche, il sait pourquoi il se lève le matin. Enfin, tu vois, je veux dire. Donc il faut toute proportion garder, je trouve, à ce niveau-là. Il y a du mérite à créer une boîte, etc. Je trouve qu'on a été un petit peu loin par rapport à il y a une vingtaine d'années. Et alors, du coup, quand toi, tu te dis, donc moi, je veux faire bien mon métier, mais je veux le faire avec une éthique et une certaine approche des affaires. Ouais, c'est assez inconscient à ce moment-là. Je te donne des trucs tout belles, avoir une parole, tu vois, tenir ses engagements. C'est pas facile, hein. Je te dis pas que j'ai été un saint, je dis pas ça. Mais je dis, c'est pas facile d'essayer de garder... Enfin, moi, j'ai été élevé quand même avec des valeurs, tu vois, donc... pas de l'usure, de la triche, du mensonge, tu vois. Et pourtant, t'en uses dans les affaires, c'est sûr. Il y a plus de malice que de droiture, quoi. Tu vois, parfois, pas que. Je caricature, mais c'est juste pour essayer de retendre l'élastique de l'autre côté. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Après, il y a du mérite à se lever tôt, à travailler tôt. Moi, j'ai travaillé 7 sur 7 pendant 10 ans. Oui, et puis dans la boulangerie, comme tu dis, on se lève tôt. Voilà. Droiture dans le monde des affaires, un travail bien fait, on va dire que c'est quelque part ce qu'on serait en droit en tant que consommateur et en tant que citoyen, ce qu'on serait en droit d'attendre, même si c'est en fait loin d'être généralisé, mais c'est ce qu'on serait en droit d'attendre de tous les commerces. Aujourd'hui, ton commerce est beaucoup plus engagé qu'il ne l'était à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition ? Qu'est-ce qui... Alors, selon mes invités, j'en ai qui, à un moment, ont été foudroyés touchés par la foudre, quand il y a un moment, une révélation. Oui, ou alors d'autres, il y a un phénomène j'allais dire presque d'usure, tu vois, un phénomène... de mois en mois, voire d'année en année. Il y a une compréhension que ça ne peut plus fonctionner de la même façon. Dans quelle catégorie tu te classes ? Moi, ça a été une prise de conscience progressive, assez soudaine mais progressive, qui s'est opérée il y a une dizaine d'années, où j'ai embrassé ce régime majoritairement végétalien. Je suis passé de végétarien à vegan à la maison, 100% vegan.
et parfois végétarien dehors quand tu as commencé chez toi avant du de, coup, non, ouais, donc, de le du mettre coup, en dans fait, ton entreprise. je suis rentré sur les grandes questions du monde par ce prisme-là, qui ont débouché sur toutes les problématiques du monde qui sont réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, raréfication des ressources, grande descente énergétique du XXIe siècle. Donc, par extension d'un sujet qui concernait tout le monde, c'est la façon dont on se restaure. En fait, le prisme, ça a été l'assiette qui m'a ouvert sur le monde et je suis rentré par cette porte-là et là, ça a été la douche froide. Alors, on est entre 2010 et 2015. Ouais. À ce moment-là, c'est pas si fréquent de comprendre l'impact de notre assiette. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Exact. Il faut presque être sourd pour pas s'en rendre compte. Oui. Et après, on change ou on change pas, mais en tout cas, l'information, elle est là. Il y a une bonne dizaine d'années, c'était quand même encore un peu confidentiel. Exactement. Il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Ouais. Comment tu as été sensibilisé ? J'ai beaucoup lu. Alors moi, j'aime bien lire. J'ai beaucoup lu. Et donc, d'abord, j'ai lu beaucoup de bouquins de philo sur le fait de manger des animaux. Peter Singer, etc. Ouais. J'aimais beaucoup l'idée même, c'est l'idée intellectuellement parlant, de se passer de tuer des animaux dans sa vie courante. Je trouvais ça élégant. Et donc, j'ai commencé par ces lectures-là qui ont débouché sur d'autres lectures, donc l'impact de l'assiette sur la biosphère, qui ont débouché sur d'autres lectures qui vont jusqu'aux lectures de bouquins qui traitent du collapse, des effondrements potentiels, de la nature systémique des écosystèmes et de la nature systémique du monde actuel avec un grand risque comme l'épée Damoclès au-dessus de notre tête, tu vois, dont personne s'aperçoit du danger, en fait, tu vois. Donc, en fait, ça a été crescendo de lecture en lecture et en fait, c'est comme si tu effeuillais. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est comme c'est un puzzle et tout d'un coup, tu as la big picture et tu comprends l'intrication de tous les problèmes. Tout est lié, la nature systémique des problèmes. Et là, c'est vraiment violent parce qu'en fait, tu vois que c'est, comme disent les Anglais, c'est un predicament, c'est un problème sans solution. Et là, c'est la douche froide. Enfin, là, pendant 1 ou 2 ans, ça a été ultra dur pour moi, pour plein d'autres, quand tu comprends ça. Parce qu'en fait, j'ai compris que j'étais dans l'erreur, quoi. Ta femme et ta famille suivaient le même parcours de lecture et de compréhension du monde ? Non, moi, j'ai eu beaucoup de... Enfin, je l'ai expliqué, ma fille était petite à l'époque, puisqu'elle a 10 ans, elle avait 6-7 ans. Et ma femme... J'en parlais bien sûr avec elle, mais moi j'avais énormément de colère. Enfin, tu vois, je suis passé vraiment par le fameux cercle, tu vois, du déni. Ce qu'on appelle le U. Exactement. T'es descendu. Pareil, mais ça, je l'ai découvert après, tu vois, tous ces trucs expliqués. Et tu dis, ah oui, c'est ce que j'ai vécu, machin, donc énormément de colère. Parce que j'avais eu l'impression d'être trahi, qu'on m'avait menti. D'être trahi par la société d'une certaine manière, par le récit collectif qui nous cache la réalité du monde, enfin, qui nous cache, je veux surtout pas avoir un relent complotiste qui occulte un petit peu les grands sujets du monde et qui porte pas la connaissance des citoyens, les ferments des potentiels risques qui pèsent sur nos sociétés. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je vais te demander quelque chose, Rodolphe, et ça sera à compléter en dehors de l'antenne, mais je te demanderai de m'envoyer après peut-être tes recommandations de lecture, parce que je les mettrai dans les notes de l'émission. Tu verras que je conclue toujours, d'ailleurs, cet entretien en demandant ton livre fétiche que tu as envie de transmettre. Mais au-delà de ce livre-là, comme tu as eu ce parcours... Qui a commencé par l'antispécisme et quelque chose d'assez philosophique et qui a été jusqu'à... du concret, du factuel, du scientifique. Et puis tout le scientifique de l'écologie d'aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant que tu nous partages plus profondément tes recos. Et surtout qu'à l'époque, pour finir là-dessus, personne parlait de ces sujets-là, donc tu as l'impression d'être dans ton tourbillon, dans ton tunnel, et que, enfin moi, même dans ma boîte, les gens pensaient que j'étais dans une secte, pour de vrai. Ils disaient, il est fou, le poste, il est complètement taré, quoi, tu vois. T'avais un cercle amical autour de toi qui... Non, t'étais vraiment seul. T'as commencé à creuser. C'est ça. Après, tu vois, tu découvres les lectures qui disent, ce qu'on conseille, c'est... Enfin, les gens qui te disent, quand tu vois quelques vidéos de témoignages de gens qui disent, connecte-toi à des gens qui ont compris, va dans des groupes, tu vois. Et tout d'un coup, tu t'aperçois que t'es pas débile, qu'il y en a d'autres qui ont compris ça. Et là, ça fait du bien, parce qu'en fait, tu te dis, je suis pas taré, quoi, tu vois. Et tu t'aperçois que, bon an, maintenant, il y a quelques gens qui arrivent aux mêmes conclusions que toi, et qui sont dans le même problème que toi, dans le même doute humain, parce qu'il y a une perte de sens, et donc une perte
de projection dans un futur enviable. Ouais. Alors, ce qui doit te rassurer, c'est quand même qu'aujourd'hui, ce mouvement-là, il est reconnu, il est important, il reste minoritaire malgré tout. Archi minoritaire. Mais c'est une minorité significative qui compte aujourd'hui. Ouais. Comment tu fais quand tu es à ce moment-là pour pas simplement déprimer avant de fermer la porte Moi, j'ai déprimé pendant une année violemment. Mais tu continues à développer ton réseau en même temps. Ouais, après, j'ai pensé à changer de voile, à le vendre. Tu vois, j'ai parlé à ma femme, j'ai dit, bon, ok, on part au Hokkaido, tout va péter. Oui, parce que ta femme est japonaise. Ouais. Achète des terres là-bas. Je lui ai dit vraiment ça. Je lui ai dit, on achète des terres, on va se faire un petit potager, de toute manière, tout va cramer. Et non, mais vraiment, c'était comme ça. Et du coup, après, bon, je me suis dit, ouais, j'ai une tribune, je suis un peu connu, je peux peut-être faire ma part. C'est venu comme ça. Donc, il y a eu un moment, et c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça parle à pas mal de gens qui nous écoutent. Il y en a beaucoup. Il y a eu un moment où après avoir emmagasiné toute cette compréhension du monde, il y a eu un moment où tu t'es dit, mais en fait, comment est-ce que dans mon métier, dans mon activité, je peux être du bon côté de la force et transformer mon activité pour qu'elle soit... alors, j'allais dire régénérative, mais c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais qu'elle soit la moins impactante possible, voire qu'elle fasse un peu de bien autour d'elle. Exactement. Donc, il y a eu plusieurs sujets que j'ai adressés. C'est 1, pas fuir et prendre ses responsabilités. 2, j'appartiens à probablement le levier le plus fort pour lutter contre les sujets qu'on va évoquer, c'est la façon dont on se restaure. 3, c'est quand même un sujet qui m'anime autour de l'éthique animale et je savais que j'avais potentiellement un pouvoir de peser positivement sur l'écosystème de par ce que je pouvais faire. Moi, je suis un entrepreneur. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai une petite tribune, j'ai réussi, je suis un peu connu. Peut-être que je peux mettre cette notoriété, tu vois, et puis ces compétences d'entrepreneur au service de quelque chose qui permette de faire prendre conscience et d'éveiller les consciences. Ça a été comme ça que je l'ai pris. Puis comme tu dis, tu es quand même dans un endroit très spécial parce que on le sait tous, une bonne partie de la problématique se joue dans l'amont agricole. Exactement. Tout se joue là presque. Ouais. Et toi, c'est ta matière première presque pas transformée. Donc j'imagine qu'assez vite, tu as compris comment est-ce que tu pouvais participer positivement. Exactement. Une fois que tu comprends... Si tu avais fait de la plomberie, ça aurait été plus compliqué en fait. Mais comme tu disais tout à l'heure, dans tous les domaines, on peut faire mieux. Mais donc, j'appartenais à cette dimension-là. Et oui, tu comprends que tout se joue au niveau de la façon dont on se restaure, enfin que beaucoup se joue au niveau de la façon dont on se restaure et de l'agriculture, de la façon dont on produit de la nourriture. C'est là le sujet, il est là. Surtout avec 8 milliards d'êtres humains. En fait, notre façon de consommer et la façon dont on produit la nourriture impacte très négativement la biosphère et les écosystèmes. C'est un fait au niveau des océans, au niveau des terres, partout, la chimie, l'altération des... On épuise en fait toutes les ressources. Qu'on parle des terres agricoles ou effectivement des poissons. Enfin, globalement, on épuise tout ce qu'on trouve. Mais par contre, la bonne nouvelle, et ça, c'est ce que je pense, c'est que végétaliser son alimentation, c'est diviser par 10 à peu près son impact sur la biosphère. On va donner 2-3 petits chiffres qui sont importants. C'est l'équivalent de 2 terrains de football pour nourrir une personne qui est omnivore. Avec 2 terrains de football, en surface, vous nourrissez 14 personnes qui sont végétaliennes. Donc, facteur 14. Pourquoi ? C'est très simple, c'est que pour nourrir des animaux qu'on va tuer après, il faut énormément de ressources de végétaux pour les nourrir. Une vache, c'est 100 kilos de fourrage par jour. 100 kilos, c'est énorme. Ça veut dire en déforestation, en usage d'eau, et puis en usage de pesticides, herbicides, etc. Parce qu'en général, c'est des cultures intensives. C'est les 3/4 des terres dans le monde qui sont cultivées pour nourrir des animaux. Et donc là, c'est à la fois le problème qui devient une solution. C'est génial. Parce qu'on se dit, mais c'est là que ça se passe. Du coup, ça veut dire que la façon dont on décide de se restaurer tous les jours, minimiser les protéines animales, c'est le levier le plus fort en tant que citoyen, et moi en tant que chef, pour faire sa part. Alors, en tant que boulanger, évidemment, tu dois faire, j'imagine, des snacks le midi. Je ne vais pas trop regarder, mais donc sur ces snacks-là, tu as un levier direct, puisque tu choisis ou pas de pousser le végétal. Sur le reste, tu es quand même d'abord sur du pain, sur des croissants. Oui, mais il y a tous les sous-produits d'origine animale. La crème, le beurre, le lait, Absolument. Les œufs. Absolument. Donc moi, j'avais une double question là-dessus. Effectivement, c'est sur ton usage des sous-produits. Et puis aussi sur tout ton usage du blé, des graines, enfin de tout le reste qui est au cœur de la fabrication de ton pain.
des levures. Comment est-ce que cette partie-là qui est végétale, comment est-ce que tu fais un choix pour que ce soit un végétal le plus responsable possible? Alors d'abord, si on prend tous les leviers, le fait d'enlever les protéines animales, tu ne peux pas faire plus efficient et plus efficace. Donc déjà, c'est se concentrer sur les plus gros leviers. C'est ce qu'on a fait en créant Learn & Monkey. Et la deuxième chose, c'est ensuite tu viens actionner les prochains leviers. Il ne faut pas actionner les prochains leviers, c'est tenter de travailler des produits qui soient bio. Tenter travailler des produits qui soient bio le maximum possible. Donc toutes nos farines sont bio. Travailler des produits qui sont le plus locaux possible, le plus local possible, pardon. Donc là, ça veut dire que nous, on va se sourcer en maraîchage, en fruits et en farine que sur des produits qui sont locaux. Exactement, local. Et de saison. Suivre absolument les saisons. C'est la fameuse tomate produite au Maroc versus celle qui est produite sous serre en Normandie. Donc d'abord, enlever les protéines animales, ensuite enlever la chimie, de saison et locale. Et là, on a vraiment actionné les leviers les plus forts pour être le moins négativement impactant sur la biosphère. Et sur les écosystèmes. Oui, c'est super. Ça, tu le fais dans tes 2 concepts, parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est aussi le moment où tu vas développer le concept Land & Monkey. Alors, on le disait en introduction, mais peut-être qu'on peut revenir dessus. Les boulangeries Landman ressemblent à une boulangerie. Land & Monkey ressemble à une boulangerie engagée. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un discours... d'abord, c'est un très beau concept, on est très bien accueillis, les produits sont magnifiques, mais il y a aussi, en plus, pour ceux qui veulent le lire, un discours un peu engagé qu'on ne trouve pas du tout dans tes boulangeries. Comment t'es venue l'idée de développer un concept à côté? Parce que tu aurais aussi pu te dire, j'ai une plateforme avec, tu devais déjà avoir au moins une dizaine de boulangeries, j'imagine. Et je travaille ma dizaine de boulangeries, je les transforme. Pourquoi avoir développé 2 concepts différents? Parce qu'en fait, tant qu'à créer une nouvelle voie, on voulait aller jusqu'au bout des démarches et voir si c'était qu'une utopie de pouvoir faire un business qui répondrait aux grandes problématiques du XXIe siècle. Du coup, en fait, on a listé tous les problèmes qu'il y avait, par exemple l'utilisation du plastique, la répartition de la valeur, qu'est-ce que tu fais de la création de valeur si, par exemple, ton business fonctionne, enfin, toutes les grandes questions. Quand tu dis « on », excuse-moi, je t'interromps. Non, mais c'est moi, mais je veux dire, c'est difficile de dire « je » quand tu sais qu'il y a plein de gens dans l'ombre qui travaillent. Donc, mais ça n'a pas été un travail collaboratif. Non, c'est moi qui... Là, je me suis mis dans la petite grotte et j'ai imaginé c'était quoi un business de retail durable, plus durable. Et là, je prends tous les problèmes. Par exemple, comme je dis, la protéine animale, tu l'enlèves. Le plastique, pas de plastique. Donc ça, c'est un vrai retour en arrière ou une avancée. Tu peux le prendre des 2 côtés. Mais c'est difficile, en tout cas, parce que c'est partout dans les cuisines. Exactement. Qu'est-ce que tu fais de la création de valeur? On va en parler de ça aussi. J'aime beaucoup l'idée de l'entreprise régénérative, parce qu'en fait, nous, on tend vers ça. Et donc, la question sous-jacente, c'est quoi une entreprise de retail durable au XXIe siècle? Et qu'est-ce que c'est une entreprise tout court au XXIe siècle, face à l'immensité des problèmes qu'on a en face de nous? Et en fait, l'entreprise du XXe siècle, elle n'a pas toujours été ce qu'elle a été aujourd'hui, c'est-à-dire condamnée à devoir gagner de l'argent et remerciée parce qu'elle crée beaucoup de valeur. Au XIXe siècle, elle avait d'autres rôles. Maximiser en fait, ses profits. Exactement. C'était même l'intégralité de sa mission, sa seule mission. Alors qu'au XIXe siècle, elle avait un rôle beaucoup plus sociétal, et elle répondait à une problématique sociétale. Et c'est petit à petit la finance qui a déloqué pour prendre le contrôle. On va pas refaire l'histoire. Et du coup, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de dire, peut-être que, encore une fois, le problème, c'est la boîte, l'entreprise, l'entrepreneuriat, enfin, le capital. Mais ça peut aussi être la solution. C'est-à-dire que tu peux te servir de toutes les énergies de l'entreprise du monde pour réparer, restaurer, régénérer les écosystèmes. Et du coup, là, tu tends vers l'entreprise dite régénérative, qui fait que les externalités positives sont supérieures aux externalités négatives. Et c'est ça le but de Learn & Monkey, en fait, c'est de transformer son modèle pour qu'elle ait plus de positifs que de négatifs. Les externalités doivent compenser. Enfin, toute entreprise aujourd'hui devrait avoir des externalités positives qui compensent à minima les externalités négatives. Et c'est pas facile. C'est ultra dur. Je vais peut-être m'arrêter 2 minutes sur les termes que tu utilises, parce que je te suis, mais c'est des termes qui sont pas forcément dans le langage grand public. L'externalité... Négative, en fait, c'est pas très compliqué. C'est qu'une entreprise, c'est des matières premières qu'on transforme et qu'on vend.
Et du coup, 75% à peu près de ces produits bruts viennent d'écosystèmes en bonne santé. Ouais. Donc, on dépend d'écosystèmes en bonne santé. Par exemple, moi, si j'ai pas du blé, si j'ai pas des légumes, si j'ai pas des fruits... Pas de blé, pas de pain. Ouais, j'ai pas de pain. Donc, en fait, prendre soin de ces écosystèmes-là. Donc ça, c'est le système tout basique. Mais par contre, avec ce système-là, en fait, on vient vivre à crédit, puisqu'on voit bien que chaque année, le jour où on a épuisé nos ressources qui se renouvellent, il est de plus en plus tôt. Donc en fait, c'est comme si on avait découvert un grand minerai qu'on tapait dedans, mais qui ne se renouvelait pas. Et nous, maintenant, il faut absolument qu'on renouvelle ce stock-là plutôt qu'on puise dedans. Oui. Alors concrètement, tu vois, parce que c'est vrai que le blé, comme c'est des récoltes, et ça repousse chaque année, on comprend bien ton discours quand il s'agit de ressources minières, par exemple. Sur le blé, c'est peut-être un peu plus abstrait, mais tu veux nous parler, j'imagine, de l'épuisement des sols dans les Alors oui, dans mon domaine, c'est ça. Ouais. C'est par exemple le procédé Haber-Bosch qu'on a mis en place au début du XXe siècle, qui a permis de multiplier par 10 la production de céréales. C'est fantastique parce qu'on s'est dit, c'est fini, on annule totalement les problématiques de famine. Mais en fait, en faisant ça, c'est comme si on avait mis, on avait boosté nos sols pendant une centaine d'années, qu'ils avaient donné énormément, mais qui s'étaient épuisés. Et en fait, dans tous les secteurs, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a dopé, et ça, c'est le travail d'Olivier Amand sur la résilience, la robustesse, c'est qu'en fait, on a été ultra, pas compétiteur, mais on n'a pas été dans la robustesse, on a été dans la performance. Voilà. Dans tous les domaines, on a été dans la performance. Et en fait, il va falloir maintenant qu'on travaille sur d'autres segments que la pure performance. Et donc, prendre soin de nos sols, en l'occurrence, qui ont donné pendant une centaine d'années, qu'on a gorgé de pesticides, de fongicides, de chimie, et qui, là, sont saturés de métaux lourds et qui n'ont plus rien dans le sac, en fait, tout simplement. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la vocation à devenir positif, ces sols-là, à l'inverse, quand tu les traites bien, c'est-à-dire quand tu ne les épuises pas par des produits chimiques, la vie revient. Et quand la vie revient, les micro-organismes, il y a une capacité à capter du carbone qui revient en même temps. Et ça, c'est quand même... c'est fantastique. C'est fantastique. Parce que, comme on dit, souvent, la solution est dans le problème. C'est ça qui est fou. Les sols, c'est la même chose. Ça peut être la solution parce que les sols, ça peut capter énormément de carbone quand ce sont des sols vivants. Et nous, en fait, avec le labour, c'est le travail de Marc-André Solos sur les sols qui est formidable. On se parle le mois d'octobre. Donc, si génial. vous nous entendez, là, auditeurs intéressés par les sols... Il est venu donner une conférence. On va faire un épisode spécial là-dessus parce que effectivement, c'est au cœur des sujets et il y a besoin de rentrer vraiment dans la science derrière. C'est ça. Marc-André Solos, il travaille au Muséum d'histoire naturelle et il est spécialiste de la santé des sols. Exactement. Ça a l'air loin, mais en fait, c'est au cœur du sujet, c'est passionnant. C'est au cœur du sujet. Et du coup, oui, de régénérer, c'est pour ça qu'on parle de régénérer la vie, les écosystèmes et les sols. Donc, d'en prendre soin, on va sans doute passer par des phases où on va un peu perdre en rendement, mais on va rentrer dans la durabilité et la résilience. Donc toi, quand tu sources concrètement les blés de ces merveilleux... qui permettent de faire ces merveilleux croissants, qu'il me tarde de manger d'ailleurs, tu vas aller les sourcer pour qu'ils viennent de terres qui sont cultivées... Du coup, nous, on a fait en gros notre mue. Notre entreprise, elle s'est transformée pour être autre chose et c'est formidable. Et maintenant, on va travailler sur l'amont de la filière. C'est-à-dire qu'on travaille sur des blés qui sont locaux, bio, mais en plus, maintenant, on va vouloir travailler avec des fermes régénératives. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qu'elles font ? En fait, une fois que toi, tu as fait ta mue, ce qu'il faut, c'est tenter d'amener la filière à se remettre en question. Par exemple, nous, on ne va pas sélectionner nos partenaires que par le prisme du prix. On va choisir nos partenaires avec qui on va travailler aussi par leur ambition RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Et nous, on s'est mis comme défi aussi d'aller travailler avec les fermes amont, parce que 75% de nos entrants, c'est du blé. Donc, aller travailler avec des fermes qui vont, eux, choisir d'embrasser des sujets de régénération. Régénération des sols, replanter des haies, avoir des parties en libre évolution, refaire comme avant, refaire avant que tout s'effondre, parce qu'on a su le faire pendant 11 000 ans. Donc, on sait produire de la nourriture sans altérer tout ça. Il ne faut pas dire qu'on ne sait pas. C'est pas revenir en arrière, c'est aller de l'avant. Tu peux me redire, Rodolphe, excuse-moi, la part de la production céréalière qui est faite en intensif en France, tu vois, pour qu'on se rende compte de la difficulté que tu peux avoir ou pas à aller vers ce genre de sourcing. Moi, je ne suis pas un agriculteur. J'ai découvert ces sujets. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, bien que j'ai une ferme en Normandie et que j'explore des modèles de transition agroécologique qui sont passionnantes. D'ailleurs, je suis l'aval de la filière. Et quand j'interviens d'ailleurs dans les confs, c'est plutôt le personae aval de la filière. Mais par contre, ces sujets que j'adore et qui sont prépondérants, bien sûr qu'ils viennent se plugger, comme on le disait tout à l'heure, dans mon domaine, parce que s'il n'y a pas ces sols en bonne santé, cette capacité de produire, moi je ne peux rien faire, je meurs.
Et donc, donc moi, je ne viens pas dire aux gens je peux pas expliquer une trame de la façon dont on devrait construire l'agriculture. Excuse-moi, je n'ai pas été clair. Non, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des agriculteurs qui veulent travailler le blé en régénératif? Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on a bien compris que le modèle dominant, c'est un modèle d'exploitation intensive. Ouais. Et donc, tu vois, comment on s'y prend? C'est simple, on va favoriser des agriculteurs qui tentent de faire les belles choses. Donc on va aller, nous là, on se déplace bientôt dans une ferme régénérative d'agriculteurs dans l'Oise avec qui on s'est rencontrés à la CEC, qui bossent sur ces sujets d'agriculture régénérative. Et en fait, la filière aval, elle peut favoriser cette typologie d'agriculture. C'est ça, je veux dire. Nous, on va favoriser cette façon de faire de l'agriculture pour mettre en avant des gens qui tentent de faire les choses différemment, pour entraîner la filière à se poser des questions. Donc on va favoriser forcément ce type d'agriculture. Ouais. Ils sont là, bien sûr, il y a besoin d'une rencontre avec le marché. Exactement. Et donc avec vous. Exactement. Mais ce que tu dis, c'est que ces agriculteurs, même s'ils sont minoritaires aujourd'hui, très largement minoritaires, ils sont là. Donc il faut ça arrive. rencontrer. Et puis en plus, c'est des gens juste qui savent et qui se posent les bonnes questions, parce que l'agriculteur qui se pose pas la question de savoir comment il va faire d'agriculture dans 25 ans, c'est un fou. C'est un suicidaire. Dans un monde à 2,5 degrés, c'est pas la même agriculture que maintenant. Enfin là, on est au mois de juin, il fait 30 degrés. Je voyais ce matin en arrivant un article reposté par AXA Climate sur les problèmes d'adaptation dans le monde agricole à venir. Ça va être très dur. Il relayait des études de scientifiques qui avaient été faites dans 55 pays, vraiment partout dans le monde pendant une durée de 8 ans. Et ils extrapolaient ça sur 2100 pour se demander quelle baisse de la productivité on allait avoir au vu du dérèglement climatique sur la base des scénarios du GIEC. Et on arrivait à une baisse qui était autour de moins 20%, pour faire court, avec des parcelles agricoles qui travaillaient l'adaptation. Et sinon, tu te prenais 30% de plus si tu ne le travaillais pas en amont. Et puis, il concluait par ça, le moins 20%, c'est comme si on loupait tous le petit déjeuner. Mauvaise nouvelle pour toi. il va falloir travailler et dès maintenant cette adaptation. Il faut pondérer ce genre d'études, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle méta-étude, elle est pire que la précédente. C'est-à-dire qu'en fait, on joue à un jeu qu'on n'a jamais fait avant, il ne faut jamais l'oublier, et que les extrapolations ne sont jamais les bonnes. Pourquoi? Je vous donne un exemple super simple qui est super intéressant. Ils avaient fait des calculs en disant on a tant de crédits carbone pour les 30 dernières années. Ils avaient omis complètement que passé une certaine température, les forêts, elles captent plus du carbone, elles en rejettent. Donc en fait, il va y avoir plein de mauvaises surprises. Donc en fait, ça, c'est des scénarios presque positifs. À périmètre constant. Mais on ne joue pas un jeu où tout est à périmètre constant. On joue un jeu où en fait les courbes partent en arborescence dans un jeu qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire transformer aussi rapidement la géologie de la planète Terre. Donc en fait, c'est jouer à un jeu ultra dangereux, quoi. Est-ce que alors, tu es aujourd'hui plus conscient que jamais, tu as mentionné la CEC, c'est la communauté Convention des entreprises pour le climat, qui est un mouvement qui a vocation à emmener des chefs d'entreprise et des entrepreneurs à modifier leur business model pour pouvoir être contributifs, justement, et non pas positivement et pas négativement sur la planète. Donc j'imagine que cet écosystème aussi te fait du bien, te porte. Est-ce qu'aujourd'hui, où tu es plus informé que jamais et où tu t'es aligné dans tes modèles, dans les modèles de production de ta société, est-ce que ça va mieux? Tu vois, moi, non, merde. Non, en fait, je caricature. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'action. Je crois que je ne sais plus qui disait ça. Mais en fait, tu es obligé de passer à l'action. Donc, tu es obligé de faire des choses, parce qu'autrement, tu subis. Et on ne peut pas subir. Et puis après, mon expert comptable disait une phrase superbe, le pire n'est jamais écrit. Donc, ça reste que des scénarios, ce qu'on est en train de dire là. J'aime beaucoup le travail de Laurent Testo, qui dit tous les scénarios sont sur la table. Il fait de l'histoire globale. L'histoire globale, ça permet de répondre pourquoi on a bifurqué et pourquoi on est arrivé à ces modèles-là. Il ne faut pas s'auto-flageller. En fait, finalement, ça aurait pu prendre beaucoup d'autres chemins et souvent, c'est conditionné à la météo, à la géologie, aux pandémies, en fait, les bifurcations de l'humain et d'Homo sapiens dans les sociétés. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les scénarios sont sur la table, incapables de prédire ce qu'il y a, parce qu'il y a trop de variables, le monde est devenu trop complexe, on le voit bien avec toutes les guerres qui sont en train d'arriver, la pandémie d'il y a 4 ans. En fait, on est comme ballotté dans un univers où en fait, le futur n'est plus prédictible, ni le climat.
Ce qui est dangereux parce qu'en fait, on a pu se sédentariser parce que le climat était prédictible. Et donc, l'agriculture, c'est quoi? C'est prévoir. On sait qu'il va pleuvoir à cette période. On sait qu'il va faire froid. Et donc, donc là, c'est plus prédictible. Donc, en fait, ce qu'il faut très probablement, c'est que nos modèles basculent sur des modèles ultra résilients, ultra robustes, capables d'anticiper des chocs qu'ils n'avaient pas anticipés. Et donc, je pense que le local va redevenir prépondérant. Des organisations locales, je parle des biorégions de Yves Cochet, par exemple, qui sont très intéressantes. C'est-à-dire, plus un pouvoir centralisé, autocratique, de l'État-nation qui légifère sur tout, mais probablement des biorégions résilientes, capables de produire leur nourriture, d'être résilients, de s'adapter. Je crois qu'Olivier Hamon parle de ça exactement, également. À des variables jusque-là imprédictibles. Oui. Qu'est-ce que... Tu vois, c'est un discours qui est presque c'est à la fois une alerte et aussi un discours qui est presque politique. Hein, enfin, on peut dire que c'est politique d'ailleurs. Parce que, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos gouvernants aujourd'hui? D'être courageux. Et si tu étais demain ministre de l'Agriculture ou ministre du Commerce d'ailleurs, on va prendre l'un puis l'autre, qu'est-ce que tu aimerais prendre comme première mesure? Leur dire deux choses, c'est d'être courageux, parce qu'en fait, je crois qu'un gouvernant, il pourrait être marqué par le courage qu'il a de changer un modèle, de tenter de changer un modèle, et d'écouter la parole scientifique. Je trouve ça dingue qu'ils n'écoutent pas la parole scientifique. En fait, on dirait qu'ils l'écoutent quand ça les arrange. Enfin, je veux dire, ils se sont arc-boutés pendant la pandémie à que mettre les scientifiques en avant et à prendre un peu tout le monde pour des jambons, comme si les gens ne raisonnaient pas. Et là, c'était la parole scientifique, c'est une évidence, il faut ceci, tu vois, l'État-nation qui vient légiférer sur tout. Et là, tu as les scientifiques qui crient, qui tirent la sonnette d'alarme, qui se politisent, alors que normalement, un scientifique ne se politise pas. Il vient rapporter un fait scientifique, à la Marc-André Solos, qui vient dire, voilà ce qu'est un sol, il faut en prendre soin parce que ceci, parce que cela. Et nous, on n'a jamais eu autant de connaissances scientifiques qu'aujourd'hui dans tous les domaines, jamais dans l'histoire de l'humanité, et on ne les écoute pas. On les écoute pas, voire aux États-Unis, on les détruit. On les ostracise. On détruit la data aujourd'hui. Exactement. Parce que ça risquerait de nous donner tort. Voilà. Et ça part, tu vois, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ça part en arborescence dans des sujets qui n'étaient pas imaginables avant. Parce qu'en fait, toute chose égale par ailleurs à chaque fois dans les extrapolations qui sont faites. Mais en fait, le futur, il n'est pas prédictible. En fait, on ne pouvait pas imaginer une polarisation comme ça des extrêmes dans les pays, et donc l'incapacité à avoir de la cohésion dans les prises de décision globales. Donc c'est pour ça qu'on joue à un jeu dangereux. Oui, bien sûr, et puis ça, c'est très difficile à accepter. Complètement. Alors, on a pas mal évoqué les sujets environnementaux. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait un socle social aussi qui était différent chez toi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Socle social, c'est de ne pas oublier aussi, tu sais, l'entreprise régénérative, c'est prendre soin du capital, des écosystèmes, et prendre soin du capital humain. Donc ça, c'est la base. C'est-à-dire que tu ne crées pas de valeur si tu ne prends pas soin des écosystèmes et de l'humain. Et c'est tout un problème dans un monde de la compétition, où tu dois être performant aussi par rapport aux autres avec qui tu es en concurrence potentielle. Et comment tu transformes ces modèles pour faire attention, prendre soin de l'humain, tenter de bifurquer et en même temps d'être compétitif. Donc tu vois, c'est l'huile et l'eau. Et tenter peut-être des modèles plus collaboratifs au lieu que ce soit des modèles que compétitifs. Enfin, d'apporter des nouvelles idées. Qu'est-ce que ça veut dire dans la façon dont tu gères ton réseau de boulangerie ? Ça veut dire que parfois, il faudra mettre peut-être moins de performance pour pas faire exploser les gens au vol, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, peut-être que des fois, pied sur le plancher, pleine balle, et user les gens jusqu'à l'os, tu vois, tous les 5-7 ans, et changer. Peut-être que c'est décider de ralentir un peu pour en faire moins, mais que tu vois le sourire sur le visage de tes collaborateurs. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être plein de choses, mais ça peut aussi être ça. Alors, comment tu fais vivre ça ? Parce que tu vois, on commençait la discussion et tu me disais, moi j'avais des ambitions hyper fortes pour mon réseau. Et tu t'es développé à la fois progressivement, mais en même temps, on le sent bien, il y a une accélération sur les dernières années. Et quelque part, moi je m'en réjouis parce que à chaque nouvelle boulangerie, tu viens aussi proposer une agriculture meilleure, en tout cas lui donner une alimentation plus durable. Voilà, donc tout ça on s'en réjouit, mais comment est-ce que tu fais cohabiter ça, c'est cette ambition et cette envie d'accélération pour le meilleur, avec cet enjeu de protéger, de prendre soin de tes équipes ?
Les mots qui me reviennent tout le temps quand je réfléchis sur tous les sujets de France et de Navarre, c'est équilibre, tempérance, des sujets un peu de sagesse, tu vois. Et en fait, c'est peut-être ça qui manque un peu dans nos sociétés. C'est des sujets qui étaient dans nos civilisations depuis tout le temps, mais qu'on a complètement occultés. Oui. C'est parce qu'on est performance, le meilleur, number one, enfin, tu vois. Et on a oublié tous ces sujets-là. Mais il faut savoir qu'il y a 2000 ans, dans les civilisations grecques, ce qui était mis en avant, c'était les vertus qui étaient mises en avant, c'était la sagesse, la pondérance, et pas la démiurge comme maintenant. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas binaire, les choses sont souvent grises. Donc, il faut avoir un équilibre. En fait, si je suis que radicalement à gauche, tu vois, tu emmènes personne dans ta dynamique, parce que t'es espèce de bobo aux cheveux longs, barbu, tu vois, la caricature du mec qui accepte pas le progrès. Et si tu es complètement à droite avec la chemise bleue de Vauquier, tu es plus audible par le maraîcher qui tente de faire vivre ses sols. Donc, à chaque fois, la vérité, elle est toujours un peu grise. Et c'est ça qui est dur dans nos sociétés, c'est qu'on nous demande tout le temps de choisir dans quel camp tu es. Mais en fait, je suis très content d'aller chez le dentiste et d'avoir une anesthésie pour me faire soigner la dent. Je renonce pas au progrès. Mais probablement qu'il faut tempérer ce qu'on a fait, qu'il faut aller un peu... Pas revenir, parce que c'est pas le bon terme, mais plutôt désaccélérer et revenir à quelque chose d'un peu plus conscientisé. Et les mots qui tout le temps reviennent dans les civilisations orientales ou civilisations même philosophie occidentale, c'est l'équilibre, la tempérance et la sagesse. Et puis je pense que tu peux être aux manettes d'une boîte et tenter d'avoir un peu de sagesse, et tenter d'être aux manettes d'un pays, tenter d'avoir un peu de sagesse, etc. Je ne crois pas que ça soit antinomique. Je ne crois pas que tu es obligé de te trumpiser. Oui, mais comme tu dis, ça commence par le haut. Et Exactement. Ça commence par la culture que tu vas donner dans Exactement. ton entreprise. Il y a un autre élément qui m'avait frappé dans ton concept Land & Monkey, c'est qu'une partie de tes profits repartent au soutien d'associations qui favorisent la cause, le bien-être animal. Est-ce que c'est quelque chose que... J'imagine que tu avais ça dès le début de ton concept. Oui. Tu veux l'élargir aux boulangeries Landmen. Quelle place ça a dans ta marque? Ouais. Alors, tout à l'heure, quand je listais tous les sujets, il y avait le sujet de la création de valeur. Et cette marque-là, elle était aussi... donc, on a appréhendé ce sujet-là, de la création de valeur. Qu'est-ce qu'on fait si ça fonctionne et qu'on gagne de l'argent? Et du coup, nous, on a décidé d'être en cohérence totale avec ce qu'on faisait. C'est-à-dire militer pour une transition alimentaire, moins peser sur la biosphère, etc. Et du coup, on a créé un fonds de dotation qui est actionnaire de la holding et qui flèche une partie de la création de valeur vers des sujets de régénération, de restauration des écosystèmes par différents moyens. Un moyen qui est le soutien des associations. Donc, nous, on a le 1% pour la planète, le fameux 1% pour la planète, sous chaque entité qui va vers une association. Donc 1% du chiffre d'affaires sous chaque boulangerie est versé à une association qui œuvre pour la protection du vivant. Et c'est les salariés de la boulangerie en question, du point de vente, qui décident de l'association? Comment ça se passe? Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est nous collectivement, enfin c'est un groupe de gens qui votent. On leur propose une liste d'associations. Et pour les franchisés, de la même façon. Les franchisés, on leur dit, parce que, par exemple, notre franchisé de Bordeaux qui vient d'ouvrir, elle a décidé de soutenir une association locale qui s'appelle Surfrider et qui travaille autour de la protection des océans. Très belle asso. Et on l'a validé. Ouais, très belle asso. Et c'était cool. Donc, comment on s'y prend. Et comme on est fondation actionnaire, nous, on est en train de transmettre. Moi, je suis en train de céder le capital à un fonds de dotation. Ce qui fait que quand tu verses des dividendes, quand tu distribues des dividendes, il y a une partie qui va vers l'intérêt général. Et donc, quelque part, la boucle est bouclée. Tu pèses moins sur la biosphère, tu t'es réinventé en entreprise régénérative et tu viens flécher une part significative de la création de valeur pour restaurer les écosystèmes. Alors, je suis contente qu'on parle de ça parce que tu vois, ce modèle de fondation actionnaire, il est quand même assez peu fréquent en France. Peu fréquent. Plus fréquent dans les pays nordiques. Exactement. J'avais interviewé le patron de Novo Nordisk France. Oui, exactement, super. C'est l'exemple parfait. Et donc, eux, ils sont fondation actionnaire depuis toujours. Exactement. C'est un groupe qui a une centaine d'années. Bon, évidemment, on pense à Patagonia. Même chose. Voilà. Mais en France, c'est quand même assez à la marge du système. Assez peu répandu. Comment tu as eu l'idée de mettre ton capital dans une fondation actionnaire? Est-ce que c'est tout le capital ou une partie? Comment ça se passe? Ça sera tout le capital. Je veux que la boîte appartienne à une fondation actionnaire. Parce que là où on en est, en fait, faut aller au bout des choses. Enfin, tu vois, absolument, ça t'oblige. On peut plus faire semblant.
j'allais dire se radicaliser, mais presque, mais pas ça. Mais il faut aller plus loin que ce que les gens imaginent. On ne peut plus faire des petits changements de bout de chandelle. Voilà. Les enjeux sont trop importants pour faire des... Donc, pardonne-moi, mais tu avais 100% du capital ? Oui, d'accord. de toutes mes boîtes. Ça te donne une marge de manœuvre que tout le monde n'a pas. Non, donc là, c'est facile. Ouais, là, on vient de céder 20% du capital pour appréhender aussi cette nouvelle articulation juridique. C'est intéressant, tu vois, parce que c'est pas rétroactif. Une fois que tu les as donnés, alors j'insiste sur le fait que c'est un don, tu te départis d'une partie du capital de la boîte, puisque tu lègues 20%. Et très rapidement, là, une fois qu'on aura bien appréhendé tous les enjeux de gouvernance et tout, ça va monter à 51. Et au fur et à mesure de la croissance de la boîte, on va monter à 80, à 90 probablement, pour finir un peu comme Patagonia ou Nouveau Rodisque, qui sont les exemples absolus. Ça a été une discussion pour toi, parce que tu vois, je ne sais pas, dans les groupes familiaux, il y a une question de legacy à la génération suivante. Ouais. Tu peux, une fois que ton groupe fait des centaines de millions, comme tu le disais tout à l'heure, tu peux avoir envie de faire monter ta fille. Tu vois. Ce passage dans une fondation actionnaire sur la totalité du capital, ça a été quelque chose avec lequel tu as... pour lequel il y a eu beaucoup de discussions ou pas du tout? Depuis le début, je disais à ma femme qu'il n'y aurait pas d'héritage. Je suis contre l'héritage. Donc, en fait, et j'en ai parlé à ma fille, elle était encore dans le berceau, mais elle a entendu, elle a dit oui. Bien entendu. Pour plein de raisons. D'abord parce que je voulais une relation un peu plus pure avec elle, une relation potentiellement intéressée. On peut dire ce qu'on veut. Deuxièmement, elle a la chance énorme de grandir et d'avoir une éducation hors du commun comparée à la majorité des gens dans le monde. Donc, en fait, si elle a envie d'aller plus loin, qu'elle travaille. Et troisièmement, j'ai beaucoup côtoyé, comme je dis tout le temps, de 2, 3, 4e génération, avec des souvenirs mitigés de gens que je rencontrais sur mon chemin de parcours, qui n'étaient pas les plus bels exemples de ce que j'attendais de l'humain. Et je ne veux pas caricaturer, il y a des très beaux exemples de l'autre côté. Mais si elle a envie de gagner de l'argent... si elle a envie de n'importe quoi, qu'elle travaille. Et en fait, elle est déjà ultra bien née, de par l'endroit où elle est née. Et elle a une éducation incroyable. L'accès à une éducation via les campus, etc., incroyable. Je veux dire, c'est largement suffisant pour réussir ta vie, si tu as envie de réussir ta vie, tu vois. Donc, c'était pas une question. C'était non négociable. Donc, philosophiquement, le passage sur une fondation, sur un modèle de fondation était très naturel. Sauf que je l'ai découvert sur le tard, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Mais par contre, quand j'ai découvert les fondations actionnaires, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux céder mon capital à un fonds de dotation et que ça serve à l'intérêt général. Génial, génial. Bravo pour ça. Et encore une fois, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Donc, c'est intéressant aussi de te laisser t'exprimer là-dessus, parce que peut-être que certaines personnes qui nous écoutent, ça suscitera des questions chez elles et tu feras des émules. Alors, à ce sujet-là, tu feras des émules. On comprend bien que tu as fait le mieux que tu pouvais ton métier. Mais on comprend aussi aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle tu passes dans ce podcast, et puis dans d'autres, on comprend que tu prends de plus en plus la parole, et que tu veux... moi, j'ai le sentiment que tu as envie d'embarquer peut-être ta filière, peut-être au-delà de ta filière. Comment tu te situes par rapport à ce positionnement? Moi, j'avais fait fortune avec Maison Landmen, et j'ai refusé tout ce qu'on me demandait avant. Ça ne m'intéressait pas d'être connu. Moi, je m'en foutais complètement de la mise en lumière. Ma grand-mère disait « pour vivre, vivons cachés », tout le monde le connaît, et j'étais très heureux comme ça. Mais quand j'ai porté ces sujets-là, beaucoup autour de moi m'ont dit « il faut que tu prennes la parole, t'as pas le choix en fait ». Et donc je l'ai pas fait. En fait, stratégiquement, je me suis mis dans la lumière parce que j'avais envie de partager des choses, mais c'est pas dogmatique et pas moralisateur. C'est pour mettre des sujets sur le haut de pile. Pour montrer qu'on peut faire. Et puis, pas venir la façon dont les choses devraient se passer. En fait, ça se trouve, je dis tout est... Enfin, tu vois, il y a trop de gens qui s'arc-boutent sur une pensée sûre d'eux-mêmes. J'adore prendre l'analogie avec le procédé Haber-Bosch, où tu sais, au début du XXe, tu t'imagines quelqu'un qui vient enlever la famine des problématiques et qui dit, grâce à ça, on va multiplier les productions et grâce à ça, on va endiguer la famine. C'est tellement beau. Mais tu vois, 100 ans après, on lui en veut. Alors, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu as l'impression que ce que tu dis, c'est bien maintenant, mais ça ne se vérifie pas dans le futur. Donc, en fait, il faut penser contre soi, comme dit Aurélien Barraud. Tu parles avec beaucoup d'humilité, de toute façon. Mais... Et du coup, se dire que c'est des questions ouvertes. Et donc, voilà. Donc, prendre stratégiquement, venir porter à l'oreille des gens
sur le fait que c'est possible, de se changer et de changer, tout court. Ça peut, comme tu le dis, faire des émules. Et moi, je crois que derrière, il y en a chez qui ça va faire écho et qui vont faire encore mieux. Est-ce que tu as envie que chacun de tes points de vente, et là je pense en particulier aux maisons Landmen qui parlent moins, est-ce que tu as envie que demain ce soit des lieux aussi d'éducation du consommateur, ou est-ce que c'est pas comme parce ça qu'en fait, sur Land & Monkey, on a dit boulangerie d'hôtes, on tente aussi on tente, parce que c'est du retail, c'est du commerce, ça va vite, de faire évoluer les consciences sur ces sujets de la transition-là. Mais encore une fois, pas de façon moralisatrice en disant « ouais, il faut être vegan, machin, tout ça », comme ils l'ont fait, mais plutôt d'essayer d'être un lieu d'écoute et d'échange, à voir comment ça se matérialise. Eh bien, un consommateur qui rentre, qui a mangé végétalien et qui ressort en disant « putain, c'était bon, et on l'a vu plein de fois », t'as fait ton boulot. T'as fait ton travail de façon douce. Et tu l'as, peut-être que cette fois-ci, il n'a pas intellectualisé ce qui s'était passé, mais peut-être qu'un jour, il va l'intellectualiser, il va se dire tiens, c'est intéressant. Oui, puis tu as en fait t'as une occasion fabuleuse parce que tu as un trafic récurrent, Exactement. Les gens sont exposés régulièrement à tes points de vente. On a un métier où tu as des centaines de personnes par jour qui passent dans ton... Donc en fait, tu peux parler à des milliers de personnes. On passe 10 000 personnes par jour chez Land & Monkey. Tu peux parler à toutes ces personnes, tu vois, à savoir comment, mais tu peux véhiculer un message ultra puissant. Est-ce que ça veut dire que l'avenir des maisons Landmen, c'est de se Land & Monkeyiser ? Non, mais par contre, Maison Landmen prend les belles choses, enfin, tu sais, se transforme. Et ça, c'est aussi pour montrer que les vieilles, et je mets des guillemets, maisons, peuvent aussi faire mieux. Parce qu'en fait, Land & Monkey, il y en a, ils vont dire, bah oui, c'est facile, tu pars d'une feuille blanche. C'est vrai, c'est ce qu'on a fait, on est passé d'une partie d'une feuille blanche. Donc en fait, tu renverses la table et tu dis, bah si ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, mais pour Maison Landmen qui a 16 ans, 17 ans, comme les vieilles maisons, eh ben, tu peux aussi te transformer ton modèle et amener petit à petit les gens. Alors, du coup, forcément, je vais te poser la question qui suit, qui est qu'est-ce que tu as appris sur Land & Monkey que tu as réintégré dans le reste de tes boulangeries ? Eh bien, par exemple, le fait d'avoir une offre qui soit de plus en plus végétale. Donc nous, on a toujours un jambon au beurre ou un croissant au beurre. Mais par contre, tu peux aussi décider que petit à petit, la protéine végétale soit par défaut et que la protéine animale devienne la protéine un peu plus rare. C'est-à-dire que tu ne te radicalises pas. Tu as toujours un sandwich poulet ou ça, mais tu as aussi des options qui s'élargissent. Et tu vois, nous, dans la gamme printemps-été, on a 40% de l'offre qui est 40, voire 50% de l'offre qui est veggie. Pas forcément végane, végétarienne avec un peu de... Donc voilà, donc tu amènes tout doucement à changer les mœurs et les habitudes. Ça peut être ça. Sans brusquer. Sans brusquer. C'est quoi l'avenir des maisons Landmen ? Tout à l'heure, tu nous disais je veux un développement de réseau exceptionnel. C'est quoi aujourd'hui ton objectif ? Donc nous, tu posais la question qui était très intéressante de minimiser sa croissance, enfin de décider d'arrêter de croître. C'est une vraie question. Enfin, quelle est la bonne croissance en tout cas ? Pour Land & Monkey, en fait, à partir du moment où tu viens peser significativement à chaque fois que tu ouvres un point de vente, il n'y a pas de raison de ne pas croître. La question se pose pour Maison Landmen. Peser positivement. Parce qu'à chaque fois que tu viens ouvrir, tu as 700-800 personnes qui viennent se restaurer végétalien. Tu as 1% du chiffre qui va vers une association. Et tu as 20% qui va vers un fonds de dotation qui œuvre pour la protection du vivant. Plus il y en a, mieux c'est. Bon, plus il y en a, mieux c'est. Donc, il n'y a pas de question à se poser pour les gens là-dessus. et pour la planète. Voilà. Pour Maison Landmen, un peu plus. Donc, on peut décider de se dire peut-être que la taille du réseau est suffisante et qu'on va amener le réseau à être plus vertueux, le transformer petit à petit, sans peut-être se radicaliser à la façon d'un Land & Monkey, mais de montrer que bon an, mal an, petit à petit, notre clientèle qui nous fait confiance, elle nous fait confiance aussi sur notre capacité à être plus vertueux. J'adore cette question parce qu'en fait, au sein de ton groupe, tu adresses la question de qu'est-ce qui doit croître, à quel niveau. Exactement. Qui est une question qu'on se pose tous à un niveau, au niveau global, à un niveau macro, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau du monde. Une question qu'un Jean Covici adresse beaucoup. Et tu apportes de la nuance en disant bien sûr, on parle de réduction de la croissance des produits qui sont inutiles. Alors toi, tu n'en as pas, évidemment, puisque tu es dans l'alimentaire, mais inutiles et qui impactent négativement la planète. Mais il y a à l'inverse des endroits où la croissance fait du bien. Bien sûr, parce que
on voudrait croître voir croître à 2 chiffres les fermes d'agroécologiques sur sol vivant qui n'utilisent pas de chimie. Bien sûr. On voulait les voir croître à l'infini, les fèves et les terres de liens. Merci de nous rappeler cette nuance-là. On arrive à la fin de notre épisode. Rodolphe, je te garderai bien encore 2 ou 3 heures de plus. Et puis, j'ai ces viennoiseries qu'on n'a toujours pas goûtées. On va se jeter dessus très vite. J'ai mes petites questions finales. Vas-y. Comme je te le disais, je demande toujours un livre ou d'ailleurs, ça peut être un film, mais un produit culturel que tu aimerais nous transmettre et qui a été important pour toi sur ton chemin. Le Loup des Steppes. Le Loup des Steppes, c'est un livre de Tesson, ça ? Hermann Hesse. Ah non, rien à voir. Excuse-moi. Hesse. Bien sûr, Hermann Hesse. Bien sûr. Oui, qui a écrit Siddhartha, etc. Ouais, génial. Ouais. Oui, mais on retrouve un peu la pensée aussi bouddhiste, en fait, qui a influencé Hermann Hesse. Hyper visionnaire, hyper belle. Génial. Écoute, c'est fabuleux. Je vais me le remettre dans mes bagages pour cet été. Pour ceux qui lisent plus, c'est super. Génial. Pour tout le monde, je pense que c'est super. Et pour terminer, Rodolphe, à quelle personne inspirante et engagée tu aurais envie de passer le micro de Demain n'attend pas ? Aurélien Barraud. Ah, génial, j'adorerais. Merci pour l'idée. Je ne suis pas sûre qu'il vienne, il ne vient pas beaucoup. Si, mais je pense qu'il pourrait dire oui. Ah oui ? Ouais, parce qu'il n'est pas... Il est pas... tu le lis pas comme ça. Si ça l'intéresse, Sait-on jamais, peut-être. Exactement. Merci à toi, merci pour cet échange hyper riche qui balaye tous les champs de la transformation de l'entreprise avec l'énorme chance que tu as, toi, d'être complètement aux manettes de ta société et de pouvoir actionner tous tes leviers de transformation. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on sait où trouver tes boulangeries. Il n'y a qu'à regarder. Il y en a combien sur Paris ? Redis-moi. Il y a 25 Landmen, maisons Landmen, et il y a 10 Land & Monkey. 10 Land & Monkey. Donc, on voit bien que la croissance se fait par ce concept-là. Bon, il n'y a plus qu'à. On va aller manger. Merci. Merci. Au revoir.